Bonjour, c'est Maman, citoyen de la République très démocratique du Gondwana, président du Parlement du Rire. Je suis aujourd'hui à Lubumbashi dans l'émission La Team JMJ. C'est tous les samedis. Première diffusion midi. Après, vous pouvez voir, il y a des podcasts. S'il n'y a pas de podcast, il faut qu'ils créent des podcasts. Dans le monde du football où la passion des sportifs rencontre les enjeux économiques colossaux, les rôles du conseil juridique est souvent sous-estimé. Pourtant, ces derniers est essentiel pour la bonne marche du club. Cet épisode de la team JMJ va donc explorer les différentes facettes du conseil juridique au sein d'un club de football et mettra en lumière son rôle et son importance sous la guidance du maître Kadi Kakissé. Aussi, il était déjà devenu un match simple, sans éclat ni enjeu. Avec le club tout-puissant, Mazembe, un classique en déclin. À qui la faute? Ce match-là n'était pas un match simple en 2018. Ce match entre l'Atlético de Madrid et l'Olympique de Marseille restera jamais gravé dans la mémoire des Colchoneros. Oui, les hommes de Diego Simeone réussissaient à décrocher leur premier sacre européen. Diego Simeone et Antoine Griezmann ont goûté au goût du Graal européen en Europa League. Et bien dans ce numéro de la team JMJ, on va revenir sur cet épisode de l'histoire de l'Atlético de Madrid. Le casting est donc au complet, la team JMJ, c'est parti comme d'hab. Cela joue autrement. Bien sûr. Voilà, on va encore se la jouer autrement dans cette émission, de cette 17e épisode de la team JMJ. Et aujourd'hui, bien sûr, c'est la semaine des Jean Tchoui. Jean, une semaine passée dans la brousse, on va dire, j'ai eu des coulisses sur ta semaine. Bien sûr, vous savez que moi je suis passionné du vélo, j'aime la bécane. Et c'était une semaine pour moi qui s'est passée dans la brousse. J'étais avec nos amis de Shimano, c'est un club de VTT qui exerce à Lubumbashi. Alors ils ont organisé une balade avec d'autres clubs. On est parti jusqu'à 65 km. Je ne sais pas vous retracer tous les circuits. Alors on va suivre. Mais c'était épuisant. On va suivre. Épuisant mais passionnant. Ah oui, évidemment. On suit la vidéo des gens de Choi pour voir ce qu'a été la semaine des gens dans la brousse. Salut à tous, salut à toutes. Bienvenue dans ma chronique de la semaine. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, c'est un nouveau jour. Une semaine mouvementée, il faudra dire. Mais le mouvement, lui, il est constant et surtout appréciable. Alors, ma semaine, pour être vraie, elle a connu beaucoup d'événements, mais particulièrement, j'ai été marqué par les cyclismes locaux. D'abord, ça débute au niveau du Georges Arthur Forest, avec l'entente urbaine des cyclismes de Lubumbashi. J'ai couvert la manifestation, je vous laisse voir des extraits. Ça, c'était pour ma chaîne de référence. Et que de bonheur au fait. J'ai accompagné nos amis de Vélo Club Congo Espoir. Et je vous laisse un tout petit peu en filigrane voir ce que ça donne la pratique du cyclisme sur route à Lubumbashi. Et on est, je précise, sur la place Georges Arthur Forest. Et puis je suis allé me balader, pas tout seul, en compagnie des cyclistes une fois de plus. Mais cette fois-ci, on change de version, c'est la version VTT. Et la version VTT qui se pratique pas sur la voirie, mais plutôt sur deux routes sablonnées. C'était pas du tout facile les amis, je vais vous montrer les images. On a parcouru 65 km. On a fait un peu le tour de Lubumbashi, Kipushi, entré à l'intérieur, voir des villages, mais c'était magnifique. Tout l'engouement que ça a suscité autour de cette discipline. Et voilà quoi. Perso, ça m'a marqué. Je vais vous laisser aussi des extraits pour que vous voyez à quoi ça a ressemblé. Il y a eu des Zambiens, des Sud-Africains, des Congolais qui ont pris part à cette balade organisée par un club ici localement. Donc regardez à quoi ça ressemble. Et c'est même la fin de cette chronique d'aujourd'hui. Merci à vous de l'avoir suivi. J'espère que vous passez un bon moment en compagnie de notre émission. Voilà,
Joël Banewa, Jean dans la brousse. Et il nous a quand même un peu habitués à ça. Parfois, c'était dans les coulisses. Les publics n'arrivaient pas à voir ça. Mais pour cette émission, on a quand même l'appréhension sur ce qu'a été Jean dans la brousse. C'est pas Jean de la Brousse. Hein, Jean de la Brousse. Ah oui. Non, là, c'est Jean de la Brousse. Là. Non, mais c'est important de voir et de comprendre comment il est capable de suivre ce qu'il aime, parce que ça, c'est véritablement la passion. Parce que moi, La passion tu me de la dis d'aller bécane. voir, loin de moi l'idée de dénigrer ce sport qui est un sport très intense, mais tu me dis d'aller voir un mec qui pédale, j'y vais pas. Mais lui, il est très très fort dans ça. Mais ouais, c'est beau. Il faudrait que les gens comprennent qu'en dehors de ce qu'on fait dans le plateau, c'est aussi bien de pouvoir être proche des acteurs de certains sports. Et c'est bien. Moi, j'ai certains amis tennisman, certains amis footballeurs. C'est important parfois de les faire entrer dans la team. Bien, c'est sûr, c'est important. Et j'aimerais que vous veniez une fois nous voir, pédaler. Je sais que, moi je suis performant, mais je m'inquiète un peu pour vous. Mais sinon, c'était un bon week-end. En brousse, on a rencontré des villageois. Les gens étaient émerveillés de voir des sites. Moi, j'ai seulement aimé ton visage qui était joli. Bien maquillé. Voilà, on poursuit cette émission de la Team GMJ. Maintenant, on va refaire le match, ces matchs classiques de notre football, Mazembe V-Club ou bien V-Club Mazembe. Aujourd'hui, qui tend à un déclan. On va analyser tout ça après ça. Voilà, Jean Tchoyi, Mazembe, V-Club, un déclin ou on va dire c'est normal par rapport à l'image qui dégage notre football actuellement? Je ne suis pas prêt à dire que c'est un déclin. Franchement, quand on parle des V-Club, quand on parle de Mazembe, ça reste toujours un match qui a son enjeu. Même si les deux clubs sont maladifs, ça il faudra le reconnaître. Après, ça reste un classico. Vous n'avez qu'à suivre ces matchs-là. Les 45 premières minutes, elles sont tellement intenses. Et les deux clubs, ils ont du mal à rentrer dedans parce que tout le monde veut d'abord voir ce que l'autre propose avant de sortir de sa peau. Et ces genres d'émotions-là, ça reste propre à un match classique. Maintenant, le contexte actuel que nous vivons, les réalités du TP Mazembe qui n'est plus au sommet du football congolais, il faudra le dire, les réalités de l'Es Vita Club qui a tenté de se reconstruire, buté par des difficultés internes, ont des procès-ci, des procès-là, font que les gens ont tendance à minimiser l'impact que ces matchs-là apportent sur notre championnat. Mais quand ça parle V-Club, quand ça parle Mazembe, ça reste un match de prestige. Et pour moi, oui, c'est triste qu'on n'ait pas de buts sur cette partie-là, mais ça reste un grand match de notre championnat. Personnellement, je ne suis pas pour un déclin, mais c'est seulement un moment de chute qui est dû à ce que je venais tout à l'heure de décrire. Un moment de chute, même dans les spectacles, on va bien sûr en parler, mais également dans le public. Il n'y a pas assez de public qui est attiré par ces matchs-là. Vous savez, la passion suscite de l'émotion. Et l'émotion vient parce qu'il y a un enjeu. Et aujourd'hui, l'enjeu de ce match-là restera toujours cette suprématie, ces faits-là de voir Mazembe battre Vita Club et Vita Club battre Mazembe. Oui, les supporters ne viennent plus au stade. Ça, c'est un problème récurrent depuis quelques années, qui n'émane pas seulement de la responsabilité de Vita Club et de Mazembe. Donc ça, c'est un problème un peu général. Mais je vous dis que s'il y avait un vainqueur dans ce match-là, il allait avoir des retombées, et des retombées populaires. On a vu Mazembe, quand ils ont battu Magne Magnon, on a vu comment les Badianguenas se sont réveillés de leur tombeau. Ils se sont dit, voilà, Mazembe is back, etc., etc. Malheureusement, ils sont retombés très très rapidement dans leur travers. Donc aujourd'hui, un match important dans ce championnat qui est aujourd'hui très très beau à regarder. Un match important de la Ligue nationale de football restera toujours un match important. Après, le public reviendra petit à petit, mais quand vous regardez, Jean l'a très bien dit tout à l'heure, quand vous regardez même l'atmosphère qu'il y avait sur le terrain, l'émotion qu'avaient les joueurs, ça vous prouve à suffisance que c'est un match qui reste un très grand match dans l'histoire de ce pays. Quand vous regardez les 45 premières minutes, c'est vrai qu'il y a beaucoup de déchets techniques, mais on sent de l'intensité, on sent qu'il y a des joueurs qui
sont entrés avec la mentalité de pouvoir jouer un classico. Donc ça reste un classico, ça restera un classico. Même quand vous regardez dans l'histoire des Barça Real, tous les Barça Real n'ont pas été à la même hauteur par rapport à l'enjeu ou à la médiatisation. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu la pente descendante de ce classico, mais j'ai comme l'impression que ça va finir par revenir. Alors on enlève le mot déclin, on prend la pente descendante de ces classicos. Alors, c'est à qui la faute? Au club ou bien au public qui ne veulent pas venir, ou bien encore les joueurs stars qui n'arrivent pas à montrer du spectacle sur le terrain? Je l'ai dit entre les lignes, la faute elle est un peu partagée. Que ce soit au club, à l'organisateur du championnat, aux joueurs aussi que regorgent les deux clubs qui ne sont pas forcément à la taille de l'image d'un grand Vita Club, parce que Vita c'est presque la vitrine du football quinois. Quand on parle le foot à Kinshasa, c'est d'abord Vita Club, puis on peut parler des Saint-Pé et les autres. Je ne sais pas pour les manquer de respect, mais ça reste quand même un grand club. Mais aujourd'hui, quand on regarde ces Vita Club, est-ce qu'ils ont des joueurs au moyen de l'image qu'ils reflètent? C'est ça le problème. Et Mazembe, même, je ne vais pas revenir là-dessus, on te parlera de la politique sportive qui a changé depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui et que des repères qu'ils n'ont jamais retrouvés. Jusque-là, c'est bien beau qu'on joue 2 demi-finales depuis 2015 jusqu'à maintenant, parce qu'on fait en 2019 et puis celle que la Mindia joue l'année dernière, c'est que ça reste quand même de résultats aussi bons, on peut le dire, mais qu'ils ne méritent pas les TP Mazembe personnellement. Pourquoi? Parce que la façon de faire a changé, l'investissement dans les clubs a changé, et que ça fait que le joueur que vous avez, ils viennent aujourd'hui pour apprendre, que ce soit Vita Club, que ce soit au TP Mazembe. Et quand vous apprenez au TP Mazembe, les répercussions sont comme vous faites battre par... Ce que nous sommes en train de voir. Effectivement. Les aigles du Congo. Des aigles du Congo, freiner une baffe par Ange Vert et tout ce qui va avec. Et ça fait que les gens minimisent un tout petit peu cette candeur, cette puissance des gloires que, normalement, un club qui arrive aujourd'hui à l'INAFoot devait avoir quand ça parle Vita Club et quand ça parle Mazembe. Maintenant, du côté de l'organisateur, c'est côté inconstant. Parce que organiser un championnat demande aussi la constance, la rigueur. Enfin, comment vous expliquez que dans un championnat aujourd'hui qui devait s'arrêter forcément le 31 mai, on ne sait même pas il s'arrête quand? C'est au mois de juillet? Normalement. Avec le nouveau calendrier, juillet. Presque. Mais jusque-là, il n'y a pas d'accord par rapport à la prorogation du calendrier sportif. Ce qu'on est dans un flou intentionnel, imposé par l'organisateur. Je ne veux pas les accuser, présomption du non-sens, mais ça reste quand même un flou intentionnel qui se répercute au travers des saisons, et ça fait qu'on a un championnat de moins en moins séduisant. Aujourd'hui, je vois très peu des Tanzaniens vouloir venir jouer en RDC parce qu'ils savent que les championnats n'est plus celui que c'était avant. Même quand on manquait des moyens que peut-être on dispose aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit de moins en moins des Zambiens préférer venir jouer en RDC parce que Mazembe, qui à l'époque faisait rêver par son organisation, par la régularité en championnat, par la régularité sur la scène africaine, n'est plus ces clubs-là qu'on a aujourd'hui. Ce que ça fait que, c'est sûr, il n'y a plus de joueurs de haute gamme quand ça joue un classico. On se reposer sur lui, on a des joueurs qui cherchent des Malawites, je sais pas, de 2, 3, 4 Maliens qui ont du mal à se faire entendre dans leur championnat et que l'on récupère et que l'on nous fait croire que ces deux joueurs, forcément, que méritent ces deux clubs-là. Je pense que pour répondre directement à ta question, parce que la faute, comme je le disais, elle est partagée par l'organisateur et par les clubs eux-mêmes. La faute, elle est donc partagée par l'organisateur et les clubs eux-mêmes. Et aujourd'hui, quand on prend ces matchs-là, Mazembe, avec club, vous avez dit c'est dans une courbe descendante, mais après, ça ne donne pas aussi des prestiges dans le football. Aujourd'hui, quand Mazembe joue avec club, ouais, ça déshonore totalement le football congolais parce que quand tu vas à l'extérieur du pays, j'ai comme l'impression que le nom de Mazembe résonne encore un peu plus fort à l'extérieur qu'à l'intérieur aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'histoire, elle a été tellement forte, tellement belle. Mais seulement que le football, Kylian Mbappé l'a dit récemment quand il recevait son trophée du meilleur joueur français volant à l'extérieur, il a dit le football, c'est un éternel recommencement. C'est-à-dire que les grands clubs, les grands joueurs, on les reconnaît par leur capacité à refaire les mêmes efforts chaque saison. Donc aujourd'hui, quand Mazembe joue une demi-finale de Ligue des Champions et l'année d'après s'est fait balayer en phase de groupe, ça
ça n'honore pas le club et ça ne motive pas les joueurs. Lamine Dia, il nous a dit récemment en conférence de presse qu'un grand club ne perd jamais 2 matchs de suite. Mazembe vient de perdre 2 matchs de suite. Ils perdent contre Tanganyika, ils perdent Lupopo et puis Tanganyika. Donc aujourd'hui, les discours que veulent avoir les clubs congolais ne suivent pas par rapport aux résultats qu'ils ont. Et ça aussi, c'est par rapport à la mauvaise organisation sportive. Et la responsabilité de club aussi, elle est grande dans le sens où aujourd'hui, quand je regarde la communication de Mazembe, c'est vrai que c'est des confrères, j'ai pas envie de taper dessus, mais aujourd'hui, la communication de Mazembe se résume à des photos. Quand vous regardez une séance d'entraînement de Mazembe, ça se résume à des photos. Mané Maignan, n'en parlons pas, je sais pas s'il y a un communicateur là-bas. Mané Maignan joue la Ligue des Champions, ils ont des joueurs qui sont hommes du match dans un match de Ligue des Champions, on n'est pas au courant. Donc aujourd'hui... Et c'est des photos prises avec téléphone. Voilà, on ne communique pas bien aujourd'hui à nos supporters. Il y a quelques clubs qui font l'exception. On voit Vita Club qui communique bien. Les Aigles du Congo, ils ont une très très bonne communication. Mais c'est insuffisant dans un championnat où il y a quand même 12 bons clubs. Et aujourd'hui, en dehors de ça, le championnat lui-même ne se vend pas. Avez-vous déjà vu un panneau publicitaire d'un match de Ligue nationale en ville? Il n'y en a pas. Simplement qu'on voit mal. Et aujourd'hui, pire encore, pour suivre un match de Ligue nationale de football, il ne suffit pas d'allumer sa télé. Il faut acheter une connexion Internet, se connecter. Et cette connexion Internet, aujourd'hui, on sait combien elle coûte. J'imagine pas un grand frère ou un papa de, je sais pas moi, là, je vais pas citer le quartier, il a ses 5 000, 10 000 francs, il se dit, mais cet argent, je préfère prendre ma petite bière ou donner à mes petits-enfants que payer une connexion. Peut-être il n'a même pas Android. Donc aujourd'hui, le championnat est tellement mal vendu qu'aujourd'hui... voilà, il peut payer ses unités pour parler avec ses enfants. Donc, tout est mal fait. Aujourd'hui, Jean l'a dit, on a les outils modernes aujourd'hui, mais on n'est pas encore en même de l'utiliser. Et pour ça, il faudrait qu'il y ait une mise à jour collective pour que ce championnat puisse de nouveau avoir la vie. Je vous rassure qu'il y a de la passion dans les cœurs des gens. Il y a des gens dans la ville qui aiment encore Mazembe, qui aiment encore Lupopo, qui aiment encore Vita Club, mais seulement donnez-leur les moyens de pouvoir non seulement venir au stade, mais de pouvoir encore faire valoir cet amour-là. Parce que le supporter, il a beau aimer son club, mais pour l'amour, on fait aussi les efforts. Donc, les efforts consentis par les supporters doivent être motivés par une bonne organisation du club et des championnats. Là, il n'y a plus de prestige. On a participé à des classicos ici à Kamalondo, plein à craquer entre Vita Club et les TP Mazembe. Vous voyez, c'était pas parce que ces 2 équipes-là, dans le temps, étaient extraordinaires. Non, Mazembe avait presque les mêmes problèmes. Il y avait des joueurs qui partaient déjà à la retraite, des Trésors Poutou, il faudra le signaler, ainsi de suite et tout. Il y avait des Moulika qui venaient en train d'apprendre, ainsi de suite et tout ça là. Mais c'est quoi la grosse part de l'organisation, la vraie politique des vulgarisations de notre championnat? Je vous rappelle que ces championnats, quand ils commencent, on nous amène des innovations qu'on a tous aimées. On a eu par exemple une revue de toute la semaine, on pouvait voir les meilleurs buteurs, on pouvait voir le joueur qui est sur les piédestals, on pouvait voir les meilleurs clubs, ainsi de suite et tout ça là. Toutes ces choses ont disparu au fur et à mesure que les championnats avancent. Mais pourquoi ça disparaît? Est-ce que parce que les gens qui ont commencé cette initiative ne pouvaient plus le faire ou parce qu'il n'y avait plus les moyens qui s'accompagnent quant à ce? Il y a une gestion autour de ces innovations. La mégestion a toujours été les deuxièmes prénoms de l'organisateur de ces championnats-là. Franchement, ça a toujours été ça, les plus grands problèmes. Parce que quand l'argent rentre, on ne sait pas réellement qu'est-ce qu'on fait de cet argent-là. Aujourd'hui, personnellement, je peux l'ignorer, corrigez-moi si je me trompe, mais je ne sais pas la vraie rentrée d'argent que Illico Cash donne à la Ligue nationale de football. Avec Vodacom, on savait que c'était 400 000 $. On va suivre ça. Et c'est 400 000 $. Même Illico Cash n'avait pas se prononcer autour de ça, mais après, on connaît seulement la cagnotte du gagnant, donc c'était ça. Mazembe avec Club, c'est pas un déclin, mais c'est juste une courbe descendante de ces classicos de notre football, pas des prestiges, on va dire, autour de cette rencontre-là qui, dans les temps, engageait beaucoup de monde autour de ces matchs-là qui étaient importants dans notre football. Mazembe avec Club, on poursuit avec cette émission, la Team GMJ, maintenant les apps pour survoler l'actualité sportive ici au pays. Voilà, c'est les apps dans la team GMJ. On survole l'actualité. Déjà, le premier titre, c'est la Ligue nationale de football. Ici, on va vous donner les résultats des rencontres qui se sont jouées déjà cette semaine avec la victoire de l'équipe des DSMP sur l'équipe de Lupopo. 1-0. Lupopo qui était donc sur une bonne montée dans cette Ligue nationale de football avec une victoire face à Rangers. Lupopo a perdu des matchs de suite. Et la dernière en date, c'est face à DSMP, 1-0.
Oui, il y a une équipe du FC Saint-Paul-Lupopo surprenante dans le mauvais sens parce qu'on a vanté ce collectif-là comme étant le meilleur collectif, l'un des meilleurs collectifs du championnat. Mais malheureusement, Luc Email n'arrive pas à enchaîner. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi beaucoup de changements. Il a été récemment dans la team, on lui a posé la question. Il voulait justement donner aussi du temps de jeu à certains joueurs, mais c'est une équipe qui a beaucoup d'incertitudes dans certains postes et ça fait en sorte que l'équipe n'arrive pas à enchaîner. Et Kinshasa semble être une terre difficile pour le Popo, mais pas seulement. On a comme l'impression que le Popo n'est pas très bon à l'extérieur. Tu joues pas des simpés et tu changes toute ton équipe comme ça. Et franchement, c'est incroyable. Les autres résultats, Mazembe Club 0 but partout, Ange Vert a fait jeu égal face à Simba 2 buts partout, Tanganyika Mani Magnon 1 but contre 2 pour l'équipe des Mani Magnon. L'équipe des Aigles du Congo battait déjà l'équipe du FC Saint-Paul par le score de 2 buts à 1. On va poursuivre avec ces apps avec la CDCAF, la Coupe de la Confédération, la Renaissance Berkam à un pas du sacre final après sa belle victoire à la manche aller face à Simba des Tanzanie. Un peu de déception pour les Tanzaniens qui, ces 3 dernières années, jouent les derniers quarts des interclubs de la CAF. Peut-être ce qui est rassurant, parce que c'est un match qui s'est joué à l'extérieur, c'est quand même à Berkane que ça se joue et qu'ils ont leur chance à domicile. Mais je pense que j'aurais bien aimé voir ces Simba aller un peu loin parce que les armes ils en ont, la préparation ils en ont fait. Ils sont en finale de cette Coupe de la Confédération. Il faudra juste attendre les meilleurs moments et j'espère que les meilleurs moments c'est en Tanzanie parce que le public il est chaud, il est fervent, ils accompagnent leurs équipes et on espère que ça va se répondre. Et c'est pour déjà ces dimanches en Europa League, l'équipe de Tottenham a donc gagné cette compétition face à l'équipe de Manchester United. Oui, enfin un titre pour les Spurs de Tottenham. C'est la première fois que cette équipe-là est couronnée sur le plan européen. Oui, c'est peut-être le début de quelque chose, mais ils sauvent quand même une saison assez catastrophique en championnat. Mais c'est le couronnement de plusieurs années de travail. Et quand je parle de ça, je pense à Heung-min Son, le capitaine de cette équipe-là. Il a tellement cravaché avec cette équipe de Tottenham qu'il a mérité aujourd'hui de remporter. C'était pas un match fou non plus. Il y a eu un but marqué par Johnson, mais ça récompense la belle histoire de ce collectif de Tottenham. Maintenant, il faudrait bâtir avec les jeunes qui sont là. Postecoglou restera pas, je sais pas, mais c'est une récompense méritée pour les Spurs de Tottenham. C'est le focus dans la team GMJ et pour aujourd'hui on reçoit Maître Kadi Kakese pour évoquer bien sûr les rôles et l'importance du conseil juridique pour un club de football. Maître Kadi Kakese est déjà sur ce plateau de la team GMJ. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour, c'est un honneur de me recevoir sur votre plateau et j'en suis fier. Voilà, déjà avec vous, on a donc des pôles avec notre question, l'importance et aussi les rôles. On commence d'abord par le rôle du conseil juridique pour un club de football. Expliquez-nous un peu de manière détaillée les rôles d'un conseil juridique pour un club de football. Je crois que je serai beaucoup plus prolixe parce que en ce qui concerne le rôle d'un conseiller juridique, c'est tellement complexe, surtout dans un club de football. Et surtout, par-dessus tout, voilà, à l'ère de la mondialisation où tout va très très vite. Brièvement, le rôle d'un conseiller juridique, c'est en deux ou trois mots, c'est protéger les intérêts du club de football en ce qui concerne la réglementation et tout ce qui va avec. Partant justement de la conception de l'équipe, sa création, jusqu'à la gestion au quotidien de tout ce qu'il y a comme action à poser, lié justement au bon fonctionnement de l'équipe de football. Voilà, donc c'est ça les rôles du conseil juridique. Et alors aujourd'hui, il y a des questions qui se posent par rapport à la place qu'on accorde à ces conseils juridiques-là, parce qu'on a comme l'impression les comités dirigeants du club veulent s'accaparer de tous les dossiers, alors qu'il faut être accompagné par un conseil. Bon, c'est comme je le dis, c'est vraiment très complexe parce que le conseiller juridique est pris pratiquement comme plaque tournante
C'est comme, voilà, parallélisme de forme évoqué, c'est comme un secrétaire dans un club de football, mais à un niveau beaucoup plus supérieur en ce qui concerne la réglementation, parce que tout va avec la loi, que ce soit voilà, la signature du contrat, la gestion de joueurs, la protection de marque et logo de l'équipe. Donc ça veut dire tout par une réglementation qui doit être accompagnée justement par un expert de droit. Et voilà, aujourd'hui, vous allez comprendre ensemble avec nous qu'il y a un droit d'ailleurs qui va très très vite, qu'on appelle droit au sport ou droit de sport ou droit du sport. Donc ça renferme un peu tout ce qui va avec l'activité sportive dans son ensemble. Oui, maître, déjà merci d'être ensemble avec nous. Ma première question, ma première préoccupation est celle de savoir est-ce qu'un conseiller juridique peut être influencé ou peut être impacté ou peut être la raison pour laquelle un club peut se retrouver en difficulté juridiquement? Bon, il faudrait d'abord faire la part des choses parce que un conseiller juridique est un personnage ou une personnalité beaucoup plus attachée par rapport à sa mission, par rapport à son rôle, attaché permanemment à un club de football. C'est différent justement d'un avocat conseil. C'est différent d'un avocat conseil qui, voilà, dans sa manière de fonctionner est indépendant et voilà, agit d'abord en tant qu'avocat. Mais alors, ça dépend des législatures ou des législations plutôt, pas législation, parce qu'il y a, par exemple, quand vous êtes en France, il y a un avocat peut accompagner une équipe de football en tant que conseiller juridique. Mais tandis qu'ici, chez nous, un avocat ne peut pas être un conseiller juridique. Ouais, justement, il faut faire déjà cette nuance, parce qu'un conseiller juridique, c'est un salarié attaché à l'équipe pour voilà, sa mission, et il est payé chaque mois pour ça. Il a un salaire, il suit aussi les règlements intérieurs de l'équipe et le bon fonctionnement de l'équipe. Contrairement à un avocat conseil qui est pris de manière indépendante, dans son indépendance, mais qui joue pratiquement le même rôle. Alors, la seule différence réside dans, vous pouvez avoir dans une équipe de football un conseiller juridique et un avocat conseil. Vous pouvez avoir... Tous au même moment ou bien... Non, ça veut dire... Non. Ça veut dire... Il y a de timing où un conseiller juridique, par exemple, il y a un conflit. Je donne un conflit voilà, relevant de deux entités sportives. Par exemple, un club tel contre un club tel qui va jusqu'au niveau du TAS, par exemple. Les tribunaux arbitral sportifs. Voilà. Alors, les conseillers juridiques est limité. Le conseiller juridique ne peut pas aller plaider pour le compte de l'équipe parce qu'elle n'ayant pas qualité. Mais l'avocat ayant la qualité peut aller jusqu'aux instances judiciaires. Vous voyez certaines limites qu'un conseiller juridique peut avoir. Mais maintenant, pour essayer d'avoir un peu beaucoup plus la maniabilité, la maniabilité, ça veut dire dans le fonctionnement, on essaye de prendre le rôle du conseiller juridique et on remet en bloc à l'avocat conseil. Vous voyez. Et vous pouvez au fait aussi avoir un conseiller juridique en interne qui pose les bases et en posant les bases, les réunissant dans son ensemble et le ramène au niveau de l'avocat conseil pour la poursuite justement de certaines procédures. Mais ça veut dire, c'est comme je l'ai dit, c'est tellement complexe, mais il suffit tout simplement que dans l'organisation, que les choses soient bien faites. Par exemple, quand vous avez un secrétaire sportif dans un club de football, dans une équipe de football, les secrétaires sportifs, dans une certaine mesure, joueraient ou jouent un rôle un tout petit peu de conseiller juridique parce que la réglementation sportive... C'est lui qui l'apporte. Tout à fait. Vous comprenez qu'à ce niveau, est-ce qu'on aura affaire à un conseil juridique ou est-ce que c'est les secrétaires qui peuvent faire les prémices ou voilà, faire préparer la table pour
le conseiller juridique. Donc tout dépend de l'organisation, de l'équipe, du club, et pour voir. Et moi j'aimerais savoir, est-ce que dans les clubs de football, est-ce que tous les conseils des conseillers juridiques sont à prendre pour un club de football? Parce qu'un club de football, par moment, ça peut exister où un club essaye de contourner un petit peu la loi, mais vous, dans votre regard d'expert, est-ce que vous avez le pouvoir d'imposer ou d'empêcher un club de football de pouvoir aller en dehors des règles? Déjà, voilà, quand vous prenez le rôle du conseiller juridique, c'est en deux termes composés, ça veut dire conseiller juridique. Ça veut dire que c'est lui qui conseille au regard de la loi. Vous comprenez? Donc, je ne pense pas qu'un conseiller juridique, en âme et conscience, peut permettre à ce qu'une équipe de football puisse aller en marge de la loi, parce qu'il y a des conséquences qui s'en suivraient, ou toutefois les conséquences qui s'en suivent liées de leur consorat, par exemple, qui est telle entité sportive, à un conseiller juridique. Je parle bien de conseiller juridique, et ces conseillers juridiques l'auraient amené dans un... la responsabilité est tout à fait entachée, et vous pouvez être poursuivable par rapport à cela. Et dans les sanctions, j'aimerais savoir, parce que si un secrétaire se trompe dans ses choix, ou si un secrétaire admet ou commet une erreur administrative, on sait retomber sur le secrétaire. Mais quand un conseiller juridique induit un club en erreur, est-ce que les instances peuvent peser sur ce conseiller-là? Parce que lui, vous avez dit qu'il est extérieur, et son rôle, c'est simplement de conseiller. Et est-ce que ce conseil-là, s'il est mauvais et que ça induit les clubs en erreur, est-ce que cet avocat-là peut être poursuivi? C'est un peu de rétablir certains équilibres. Dans un premier temps, ce qu'il faudrait d'abord faire, c'est la part de choses. Je le dis, je crois, dans l'entrée de jeu, qu'on peut avoir un conseiller juridique qui est attaché au club de manière très permanente. On peut avoir aussi un avocat conseil extérieur au club, consulté par le club. Alors, si par exemple, c'est le conseiller juridique au travers ses actes aurait induit le club en erreur, là, c'est comme un travailleur. Il sera pratiquement remercié pour faute lourde. Mais tandis que si c'est un avocat conseil, et il y a des instances liées à l'ordre des avocats, et le club lésé peut saisir justement ces instances, notamment le conseil de l'ordre, pour faire valoir justement ces avis liés à ce que réellement il y a eu abus de droit dans la manière de conduire les affaires du club par cet avocat qui avait été choisi. Alors maître, vous avez ici évoqué les TAS, les tribunaux arbitraux des sports, et essayez de nous parler de manière, on va dire, simple et aussi compréhensible, le travail du conseil juridique dans ce sens-là. Quand il y a des litiges et que le club doit aller se présenter devant les TAS, est-ce qu'il faut que les clubs soient accompagnés par les conseils juridiques? Bon, je crois que je l'ai encore dit un peu plus tôt, parce que tout part par la réglementation. Et la réglementation doit être régulièrement maîtrisée par celui qui porte la charge au club, en l'occurrence les conseillers juridiques. Quand il y a un conflit entre qui peut partir pas seulement entre clubs, qui peut partir pas seulement entre joueurs, mais même par rapport aux intérêts du club. Parce que, c'est nul un secret pour savoir qu'un club, c'est pratiquement une marque déposée. Et ses logos, ses emblèmes doivent être protégés. Et voilà, aujourd'hui, on l'aura. Pour revenir, justement, je vais revenir très vite sur ta question, j'ouvre très vite. Juste une parenthèse liée justement à l'actif du club. Tout ça fait partie ou font partie de l'actif du club. Logo, insigne, couleur et tout. Et vous pouvez être frappé par une concurrence déloyale, et tout cela doit être défendu par un conseil. D'abord relevé, parce que si vous avez quelqu'un qui ne sait pas de droit, il est droit seulement quand on sait le défendre.
Et quand on ne sait pas défendre son droit, et puis voilà, ça passe des manières inaperçues. Pour rentrer sur ta question liée à l'accompagnement d'un conseiller juridique au niveau du tribunal arbitral du sport, nous devons savoir que tout part par justement ces conflits ou litiges, tout part par là. Dès lors qu'il y a un litige, le litige doit être clarifié, savoir réellement si, sur quel pied danser, quelle loi ou règlement manipuler. Et tout cela doit être d'abord, dans un premier temps, relevé par le conseiller juridique. C'est après avoir le relevé que, s'il n'est pas apte ou d'assister la procédure jusqu'au niveau du tribunal en ce qui concerne la procédure judiciaire, et cette fois-là, on prendra un avocat, mais celui qui va préparer la table de l'avocat doit être ce conseiller juridique attaché au club, s'il y en a un. Parce qu'il y a d'autres aussi, au lieu de prendre un conseiller juridique, ils utilisent, comme je le dis, directement un avocat. Et c'est cet avocat-là qui suit tout ce qu'il faut, actions, régularité de contrat, protection de l'actif, et tout ce qui va avec la gestion au quotidien de l'équipe. Ok. Jean, une question? Oui, j'ai une question. J'aimerais savoir, est-ce que les conseillers juridiques interviennent-ils directement peut-être dans la négociation de contrat entre le joueur et les clubs, par exemple, ou les staffs techniques et les clubs? Est-ce que les conseillers juridiques ont un rôle à jouer dans tout ça? Ailleurs, c'est comme je le dis, le droit au sport ou le droit du sport a énormément évolué. Énormément évolué, ça veut dire que vous pouvez avoir un conseiller juridique qui est à la fois agent sportif. Vous pouvez avoir un conseiller juridique et un avocat qui est à la fois président de football. Par exemple, Laporta, vous connaissez que c'est un avocat. Voilà, mais c'est un président d'un club de football. Et le droit au sport a sensiblement évolué. Ce qui fait qu'il peut se retrouver agent d'un joueur, avocat, agent d'un joueur, et de lors qu'il y a un contrat qui peut-être nécessite pas seulement l'équipe qui encadre en ce qui concerne la matière judiciaire ou en ce qui concerne les juridiques, avec d'autres clubs ou avec d'autres entités, je m'excuse, sportives, et il peut agir directement, cette fois-là en tant qu'agent. Mais en tant que conseiller juridique, cette fois-là, il faudrait, c'est lui qui établit même le contrat en question. Parce que le contrat est établi, c'est vrai que les autres instances ou structures du club, par exemple le staff technique, pointe un joueur et ce joueur est apprécié par l'entraîneur. Celui qui débourse, c'est le comité sportif qui débourse par ses moyens financiers. Mais il n'y a pas que ça. Ça doit se clôturer par un contrat. Le contrat doit être lu, bien lu justement, et approuvé par le conseiller juridique qui doit mettre à la disposition de ce contrat au comité sportif afin de finaliser ou de la conclusion. Donc, vous allez comprendre que dans la marche au quotidien d'une équipe de football moderne, normale, un conseiller juridique doit être des permanences. Voilà donc l'importance du conseil juridique. Jean, j'espère qu'il y a une autre question. Oui, et peut-être, parce que vous connaissez ces rouages-là. Je ne connais pas ce rouage. En cas de conflit, par exemple, parce que ça arrive assez souvent, on le voit ici avec nos clubs, qu'un joueur signe un bail avec tel club, mais qui veut partir avant que son contrat n'ait pu s'expirer. Il y a certaines clauses qui doivent être respectées. Dans ce cas-là, les conseillers juridiques, c'est quoi son rôle finalement? Il prend parti de qui dans ces cas d'espèce? Je crois, sûrement on aura encore une autre occasion de parler. C'est tellement très complexe. Ouais. Mais en fait, le conseiller juridique attaché de manière permanente au club est agent du club. Il est payé au club. Et ce qui fait que dès lors qu'il y a un conflit entre un joueur du club et le club, il fait et cause pour le club. Ouais. Ça, c'est très évident. Logiquement, oui. C'est très évident. Voilà. Mais si, par exemple, tout ça va avec,
Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas avoir, que ce soit même le joueur, je le vois, des joueurs qui vont signer seuls, et qui n'ont pas, voilà, qui ne se font pas accompagner par les praticiens de droit, qui savent lire les tenants et les aboutissants de clauses. Et voilà, la quintessence et la substance même de clauses. Et cela permet à ce qu'il y ait régulièrement de conflits. Et surtout, voilà, quand on n'a pas quelqu'un pour illuminer ou précéder auparavant afin que le bail soit signé. Vous avez ici évoqué les actifs des clubs, parlant aussi des emblèmes, les logos, les couleurs. Aujourd'hui, il y a aussi une question sur les couleurs. On voit par exemple une équipe qui vient en noir et blanc et l'autre en jaune et blanc. Et alors une autre qui va se créer en noir et blanc. Comment ça s'est fait par rapport surtout aux couleurs, au choix des couleurs? Bon, tout déjà part par une toujours réglementation voilà, liée à la fédération et les fédérations, les différentes fédérations, dès lors que le club vient en affiliation, on donne déjà de couleur. Mais alors, cela dépend d'une fédération à une autre. Actuellement, justement, avec la manière dont les équipes se déplacent, il y a d'abord une couleur liée à l'équipe, donc une couleur traditionnelle liée à l'équipe, mais ces équipes doivent choisir encore une deuxième couleur pour l'extérieur, comme on l'appelle pour l'extérieur. Et ça, c'est qui varie parfois. Qui varie justement, c'est des manières beaucoup plus volontaires. On peut se dire, par exemple, cette année, notre couleur de l'extérieur sera par exemple jaune. La saison prochaine, ça peut être rouge. Et là, ça dépend de la volonté du club. Mais dans un premier temps, a priori, ils doivent avoir une couleur identitaire. Par exemple, rouge, jaune, voilà. Et tout le monde sait que les couleurs identitaires de tel club, c'est rouge, jaune. Maître, moi j'aimerais savoir comment est-ce qu'un club de football peut protéger juridiquement ses intérêts face à un joueur qui pose un problème sur le plan marketing. C'est-à-dire qu'on a vu en équipe de France avec Kylian Mbappé qui ne voulait pas signer un contrat ou qui ne voulait pas faire une publicité avec un sponsor de l'équipe nationale et ça c'est parti en procès parce que le joueur protégeait son image. Comment est-ce qu'aujourd'hui un club de football peut lutter face à son propre joueur qui est peut-être l'un de ses meilleurs joueurs mais qui a les droits de dire non à ce que son club doit normalement l'imposer? Et voilà, tout ça là font partie justement de la vitesse actuelle du droit de sport qui nécessite une maîtrise très exceptionnelle parce que, comme je l'ai dit, c'est hyper complexe parce que ça prend pratiquement toute la réalité des activités sportives. Tu as évoqué les cas Mbappé, voilà, avec l'équipe nationale de France. Et là, ça démontre que le joueur est accompagné sur le plan de droit. Mais il faudrait-il encore savoir, c'est ce qu'on appelle le droit d'image. Le droit d'image, il y a le droit du club. Dès lors que tu signes avec le club, dans le contrat, il est évoqué cet aspect de choses. Et il doit nécessairement évoquer cet aspect de choses. Parce que tu peux trouver ton sponsor. Tu peux, en tant que joueur, de manière très particulière, tu trouves ton sponsor, tu trouves voilà, une maison qui peut t'accompagner des publicitaires. Et ça, tu le fais personnellement. Mais quand c'est en concomitance avec le club, tu es obligé de surseoir. Parce que le club prime. Tu trouveras par exemple d'autres joueurs qui ont déjà signé Nike plutôt, mais qui jouent dans un club qui Adidas. Ouais. Tu dois te plier au club. Mais tu as aussi un contrat particulier et personnel, voilà, par rapport à certains temps publicitaires où tu vas faire valoir la marque pour laquelle tu joues et tu es obligé à faire valoir. Donc ça veut dire qu'il faut toujours faire la part des choses et cela doit être préalablement noté dans le contrat. Parce que si tu t'hasardes, et toi et la marque qui te prend, voilà, vous êtes passible de poursuite. Et moi, il y a quelque chose qui me chagrine aussi un peu particulièrement, c'est parfois un joueur qui est lié à un club, par exemple pour 7 ans, mais il ne joue que 2 ans et les 5 prochaines années, le club ne veut pas le libérer. Ce joueur-là, il est peut-être aussi, certainement, il est fragilisé psychologiquement et ce joueur-là subit peut-être un préjudice moral. Est-ce que pour ce genre de cas-là,
ces joueurs-là peuvent porter plainte parce qu'ils ont été quelque part maltraités par leur employeur parce qu'ils ne pouvaient pas partir au vu du contrat qui les liait. Mais bon, déjà, c'est inconcevable que voilà, un joueur qui veut partir et on ne veut pas le libérer. Ça veut dire qu'il faudrait déjà partir sur les clauses. Et les clauses sont situées ou sont posées dans le contrat. Qu'est dit le contrat? Tu dis 7 ans, au bout de 2 ans, tu veux partir. L'équipe qui vient pour te prendre, il y a toujours ce qu'on appelle les clauses libératoires. Ces clauses libératoires ont été respectées? Si oui, au-delà de ces clauses libératoires, il y a aujourd'hui, c'est auparavant où il y avait la législation sportive actuelle avec la FIFA, ça a énormément évolué, comme je le dis. Donc aujourd'hui, il n'y a pas ces choses où on avait auparavant des joueurs indéfinis. Non, un joueur doit avoir un contrat à durée déterminée. Et d'ailleurs, ne dépassant pas 5 ans actuellement. Voilà. Ce qui fait qu'au bout de 2 ans, s'il trouve un club qui peut répondre aux exigences du club détenteur du joueur actuel, du club détenteur de droit du joueur actuellement, il faut libérer. Mais maître, c'est là que moi je parle de préjudice moral parce qu'il y a récemment le cas Merzey Ngimbi qui n'est pas encore réglé du côté Mazembe, c'est-à-dire que le club ne voulant pas libérer le joueur, ils imposent un montant qui, dans la logique des choses, ne mérite pas ces joueurs-là. Admettons qu'aujourd'hui, un club veut vendre un joueur qui coûte 500 000, mais un club te dit, nous pour te libérer dans ton contrat, on exige 500 millions. En fait, la valeur du joueur, c'est le club qui l'a connu. Après, les prestations aussi sur le terrain. La valeur du joueur donne de la valeur. La valeur du joueur sur le marché. La valeur du joueur, c'est d'abord le club qui l'a connu. Tu comprends? Au-delà du club, c'est l'investissement, et au-delà de la valeur, c'est l'investissement que le club a mis dans ce joueur. Ça veut dire, aujourd'hui, le football, c'est un business. Aujourd'hui, le football, c'est pas... Non, je l'ai dit, je crois, à mon entrée, il y a cette complexité. C'est un business, c'est le droit des affaires. Raison pour laquelle tu vas voir qu'il y a d'autres équipes de football qui se sont constituées purement en société et en société commerciale. Tu comprends? Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout ce qui milite leur survie, c'est des intérêts. En Europe, tu ne vas pas trouver des aspects, il n'y a plus cette histoire des aspects. C'est des clubs professionnels et une équipe professionnelle et une équipe comme une entité sportive à vocation commerciale. À vocation commerciale, ce qui fait que ce sont des intérêts. Je l'ai dit par rapport aux actifs, comment vous pouvez avoir des actifs sans moyens? C'est ça le problème. Ça veut dire la valeur d'un joueur, la valeur d'un staff technique, la valeur d'un stade, la valeur d'une vareuse, la valeur d'un logo, tout ça là, c'est le club qui en connaît. C'est des manières quand même. Où le club peut vraiment voir qu'on n'a pas envie de te vendre, on va te mettre 1 milliard de dollars justement pour que tu ne partes pas. Ce joueur-là. Là, ça peut paraître ou se transformer en un procès d'intention parce que pour connaître la valeur, pour connaître le niveau, le degré de l'intention ou de la mauvaise foi, faudra-t-il connaître la valeur? Or, et moi, et vous, et peut-être le joueur lui-même ne connaît pas sa valeur. C'est lui qui connaît sa valeur, c'est les clubs. Et le club qui désire, par exemple, se servir, d'acheter, connaît, vient et il donne ce que l'autre demande. Et puis, voilà. Et tout se règle. Parce qu'aujourd'hui, sans ça, je l'ai dit, des équipes, c'est pratiquement de sociétés où tout se fait, où se font en business. Il y a un intérêt et voilà, on doit chercher. Est-ce que si on vend tel, on va récupérer ceci pour investir dans tel? Vous allez voir qu'auparavant, les gens se cotisaient, par exemple, à d'autres clubs. Parce qu'il y a, le débat est tellement bon, mais on parle de 2 environnements un peu distincts. Ça veut dire l'environnement congolais, c'est qui est. Vous comprenez l'environnement congolais, c'est qui est, mais quand vous... Et surtout, toujours en parlant de l'environnement congolais, il y a des clubs qui forment des joueurs ici.
Tout à fait. Et selon la réglementation de la FIFA, c'est que quand le joueur atteint son âge majeur, le joueur doit maintenant signer un contrat professionnel. Mais au Congo, apparemment, c'est tout un problème. Les joueurs restent à la maison, on va dire que c'est nous qui t'ont formé. Et voilà. Après, tu continues comme ça. En fait, le problème, c'est il y a deux problèmes. Il y a le problème de la loi, il y a le problème de bon sens. Ça veut dire, dans un premier temps, je pense personnellement, c'est comme un enfant à qui tu as tout donné. À la fin, par exemple, s'il veut partir, il y a une bonne voie pour le faire. Quels que soient les temps, quel que soit l'âge et tout, il y a toujours une bonne manière. Ça, c'est le bon sens. C'est vrai qu'il y a un contrat qui est établi, c'est vrai qu'il y a la réglementation qui est faite. Est-ce qu'il faudra-t-il entrer en conflit parce que... Non, ça c'est un problème de bon sens. La raison pour laquelle je te parle de l'environnement purement congolais. Ailleurs, c'est avant même que tu puisses partir, tu sollicites déjà la voie de sortie. C'est pourquoi avant la saison, comme il y a toujours 2 fenêtres qui sont ouvertes pour le mercato plutôt, les négociations commencent plus tôt pour que, par exemple, le club ne soit pas frustré. Ou ceux-là qui veulent libérer les joueurs, ou que les joueurs aussi ne soient pas frustrés. Parce qu'il y a des clubs volontairement, quand bien même que tu es encore sous contrat, volontairement, le club peut estimer te libérer. Pourquoi? Parce que peut-être ils trouvent le rendement moins important qu'auparavant. Donc tout ça là entre en jeu. Mais mettre le bon sens, c'est seulement dans le sens du club ou parce que, moi je vous ai dit tout à l'heure là qu'un joueur où sa valeur est 1000 fois 5 parce que le club ne veut pas le libérer, là c'est quand même, c'est plus du bon sens de la part du club. Ils font manifestement de la mauvaise foi pour que ce joueur-là ne parte pas. Non. J'ai dit, il y a le contrat, j'ai dit il y a le bon sens. Et pour le club, on ne connaît pas l'investissement du club dans le joueur. Et dès lors que le club libère le joueur par rapport au bon vouloir ou parce qu'on dit, en fait, c'est le joueur qui entre en faillite. Et non, le club qui entre en faillite. Surtout si on ne fixe pas la clause libératoire, le montant de la clause libératoire. C'est le club qui entre en faillite. Raison pour laquelle il y a certains clubs, peut-être qui pour libérer, il faudrait qu'ils voient s'ils peuvent se retrouver par rapport à l'investissement fait. C'est tout. Donc tout ça, c'est le club qui met dans le joueur n'a pas réellement son mot à dire. Il faudrait lire le contrat, les clauses. Qu'est-ce que disent les clauses? Si les clauses permettent à ce que le joueur puisse partir, voilà, j'ai vu des joueurs qui sont partis de la manière hasardeuse ou de manière très irrégulière. Et voilà, ils se sont retrouvés dans un autre environnement où la législation sportive n'est pas très efficace, notamment à la Libye, là où il y avait de la guerre et tout. On a vu des joueurs aller dans ce coin, et sans pour autant être beaucoup plus suivis, tu vois. Et, en ce qui concerne justement le conflit, c'est là où le conseiller juridique peut venir en danse pour essayer d'amener l'équilibre de la balance, savoir si réellement tel peut partir de bonne manière, s'il a même le droit de partir, ou si le club a le droit de le retenir, et tout ça rentre dans le... Peut-être une dernière question, Jean. Mais deux Non, c'est pas la dernière. C'est pas la dernière. En fait, vous parliez ici de la protection de l'image du club. Tout à fait. Et tout à l'heure, vous souleviez aussi des clashs qui peuvent surgir entre joueurs et clubs ou entre deux entités différentes. Mais ici, la question que je veux vraiment poser, est-ce qu'il y a-t-il un travail particulier que les conseillers juridiques peut faire pour protéger l'image du club, surtout en parlant des déclarations qui peuvent être faites par le joueur à un certain moment sur les réseaux sociaux et le club lui-même? Est-ce qu'il y a un travail particulier en amont? Ça, c'est la première question. Je peux enchaîner avec la deuxième? Évidemment. Ouais, bien sûr, comme tu as dit que ce sont des dernières, comme ça on clôture carrément. Non mais parce qu'on me fait pression là. Mais après, la deuxième question, c'est en termes de contrat. Je prends un exemple. Récemment, on parlait des Kitambala, par exemple. C'est un joueur de Mazembe. Mazembe l'a signé pour 5 ans. Parce que Mazembe, il est prêt à Maniema Union et il fait une saison. Et pendant cette saison, il se pose un problème de salaire. Qui rémunère réellement le joueur? C'est le club qui l'a prêté ou c'est les clubs qui le reçoit en prêt? Et après, il y a aussi une autre interprétation
comme quoi, quand le joueur est en prêt, c'est 2 années en exercice au sein du club qu'il a prêté, reste d'application jusqu'à ce qu'il rentre pour les finir. Ça prête souvent à confusion dans le grand public. Dans ces genres de cas, comment vous les gérez personnellement? Bon, déjà, par rapport au cas précis de Kitambala, que j'ignore vraiment, donc je n'ai pas de ni éléments, ni soubassement, ce qui fait que je ne saurais pas répondre. Ouais. Donc, je me dis clairement qu'en ce qui concerne toute action liée à l'arrivée, au départ, au transfert, tout est dans le respect justement du contrat établi. Donc, je pense que le fait que le joueur œuvre aujourd'hui, il joue dans un autre club que son ancien club, rémunération ou pas rémunération, ça veut dire aujourd'hui, c'est supposé que litige, s'il y aurait, c'est déjà clos. Alors, ce qui, par rapport à ta première, parce que j'ai commencé par la dernière, mais alors, par rapport à la première question, ce qui concerne l'image du club, les conseils juridiques, suivent la réglementation, parce qu'il y a les règlements intérieurs. Les règlements intérieurs, c'est même le socle, c'est la discipline, c'est le socle de toute entité, pas seulement sportive, même familiale. Donc, s'il n'y a pas de discipline, il n'y a pas de réglementation bien établie, c'est hyper compliqué pour l'évolution. Déjà, parce que l'ambiance, pour un club de football, l'ambiance la plus primordiale, c'est l'état d'esprit avant de compter sur les jambes et la tête. Mais voilà, raison pour laquelle chez les autres, ils ont des conseillers, au-delà des conseillers juridiques, des conseillers psychologiques. C'est justement pour mettre un club dans une ambiance d'unité. Mais alors, dès lors qu'il y a une indiscipline notoire, manifeste, déclarée, j'ai comme l'impression que le conseiller juridique va suivre sûrement le règlement intérieur établi par le club et sanctionner si sanction il y a. Moi j'ai la toute dernière. Ça c'est par oui ou par non. Ça c'est carrément la dernière. Est-ce qu'aujourd'hui, maître, peut-on dire que la réussite d'un club de football passe par une bonne stratégie juridique? C'est ça même le socle de la réussite. Parce que c'est tellement complexe, tout est réglementé. Aujourd'hui, tout est réglementé. Si vous voulez amener un staff, vous devrez signer un contrat. Si vous voulez amener un joueur, un technicien, même l'organisation en interne, ça nécessite des réglementations. Si le conseiller juridique n'est pas bien situé par rapport à son rôle, c'est compliqué. C'est très compliqué. Voilà, bien décidé. Donc, maître Kadi Kakessé dans la team GMJ pour la partie focus. Il a répondu aux questions en rapport avec l'importance et les rôles du conseil juridique pour un club de football. On poursuit avec ces numéros de la team GMJ pour maintenant faire un pas dans l'histoire. Et aujourd'hui, un pas dans l'histoire, c'est en 2018. Voilà. 2018, quand l'équipe des Colchoneros gagnait pour la première fois un sacre européen, c'était donc l'Europa League. Oui, justement, nous sommes le 16 mai 2018 au Groupama Stadium de Lyon, flambant neuf. Une finale européenne attendue entre l'Olympique de Marseille et l'Atlético de Madrid. Une affiche qui sentait la passion, l'histoire, mais aussi l'espoir porté par des foules entières. Mais cette histoire va rapidement basculer et elle ne tournera pas en faveur de Marseillais. Tout commence pourtant avec de l'envie du côté des Olympiens. Les hommes de Rudy Garcia entrent bien dans leur match et portés surtout par un Dimitri Payet, capitaine très en jambes, jusqu'à cette blessure terrible à la demi-heure de jeu. Le capitaine sort en larmes. Cette image-là restera à jamais gravée comme étant un tournant de ce match-là. Car quelques minutes plus tôt, Antoine Griezmann avait déjà puni la moindre erreur d'une mauvaise relance du Camerounais Franck Zambo Anguissa. Le numéro 7 de l'Atlético de Madrid n'a pas tremblé. Plat du
pied, sécurité, 1-0 et ce n'est que les débuts de la leçon madrilène. Au retour des vestiaires, les Colchoneros vont récidiver. Antoine Griezmann, encore lui, il va décrocher une frappe chirurgicale qui va battre Steve Mandanda, 2-0. Les natifs de Mâcon, à 2 pas de Lyon, brillent presque à domicile. Une finale dans sa région, devant sa famille et ses amis. Il signe un doublé dans un stade français et ce qui sera donc là une première réussite pour lui parce que c'est le premier trophée qu'il va gagner sur le continent européen. À la 89e minute, Gabi, le capitaine emblématique de l'Atlético de Madrid, va clouer le score, 3-0 au final. L'Atlético de Madrid est sacré champion de l'Europa League. C'est une histoire pour le club madrilène et surtout aussi une première pour Diego Simeone, son premier trophée européen en tant qu'entraîneur, un aboutissement pour celui qu'on appelle El Cholo, l'homme qui a redonné une identité à cette équipe basée sur la rigueur, l'intensité et la solidarité. Pour l'Olympique de Marseille, en revanche, c'est une immense déception, une 3e finale européenne perdue après celle de 1999 et 2004 et c'est dans un contexte particulier. La défaite a eu lieu dans le stade du rival de toujours qui est l'Olympique Lyonnais, une ironie cruelle pour les hommes de Rudy Garcia. Le rêve marseillais s'est brisé là où il aurait pu espérer se venger. Mais au-delà du score, c'est aussi une finale qui marque un passage de témoin. Antoine Griezmann s'affirme ce soir-là comme étant l'un des meilleurs joueurs du monde et Marseille, malgré la défaite, a prouvé qu'il pouvait retrouver la lumière sur la scène européenne. Une finale à sens unique, oui, mais un match finalement riche en émotions et en symboles, surtout pour les leçons qui sont ressorties de ce match-là. C'est donc ça, la finale Atlético de Madrid Olympique de Marseille. Pour moi, je ne me cache pas qui suis un peu marseillais. C'était un choc parce qu'ils perdent la finale dans le stade de l'Olympique lyonnais, surtout que Marseille n'était plus arrivé en finale depuis 2004. Donc c'était ça l'histoire de ce titre, l'Atlético de Madrid. La belle histoire de l'Atlético Madrid après 2 finales de Ligue des Champions perdues face au Real Madrid. Et après, ils gagnent l'Europa League. C'était donc les saluts européens pour les Colchoneros. Bien sûr, c'est une année de gloire pour les Colchoneros, comme tu le disais tout à l'heure. Je pense que c'était aussi une année de la récompense. Pour Antoine Griezmann. Il aurait pu gagner le ballon d'or cette année. Oui, qui plus est, il gagnera la Coupe du Monde après. Effectivement. Donc, j'ai l'impression que il y avait toute une constellation pour que l'Atlético, le travail abattu derrière par Simeone et aussi de joueurs phares comme à l'époque Griezmann puisse finalement savourer ces titres de l'Europa League. Mais après, c'est le match important. Je pense. La dernière fois que Marseille joue la finale, c'est 2018. 2018, on est au palais. Voilà, on poursuit avec ce numéro de la team JMJ pour maintenant faire place à notre panthéon du jour. Et aujourd'hui, c'est un grand numéro 9, Edinson Cavani, qui a brillé avec l'équipe de Naples et aussi l'équipe du Paris Saint-Germain. Et je l'ai dit, Cavani, c'est l'art de marquer en silence. Bonsoir à tous, ou bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous serez bien sûr cette chronique. Et au rendez-vous, c'est un géant du football, ce soir, cap sur l'Uruguayen. On parle d'un attaquant au cœur bien sûr noble et au filet souvent tremblant, Edinson Cavani, surnommé El Matador. Né à Salto comme un certain Luis Suarez, Cavani n'est pas juste un buteur, il est un symbole, c'est lui l'abnégation bien sûr du sacrifice et du respect des valeurs du sport. Là où d'autres brillent par de gestes spectaculaires ou des célébrations tapageuses, lui s'exprime avec ce que les vrais amoureux du ballon appellent les silences des grands. Par les mots Naples, Paris, Manchester, Valence, Boca Juniors, les parcours des Cavani traversent les continents comme de courses dans la profondeur, puissante, constante et souvent décisive. À Naples, il explose. À Paris, il s'impose meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain avec 200 buts. Il aura incarné bien plus qu'un simple avant-centre. Il était les soldats du club, c'est lui qui court, qui presse, qui se sacrifie. Mais Cavani, c'est aussi un homme des principes. Souvenez-vous, peu bavard dans la presse, mais toujours élégant quand il quitte les paris. Il les fait sans polémique. Quand il arrive à Manchester United, il apporte son expérience avec humilité. Et aujourd'hui, à Boca Juniors, il bien sûr montre qu'à 37 ans, la passion peut encore guider les pas d'un grand attaquant. En sélection, il a brillé aux côtés des Suarez, formant un duo redouté dans le monde entier. Avec plus de 130 sélections et plus de 50 buts, il restera comme l'un des piliers de la sélection dorée de la Céleste. C'est lui qui offre bien sûr la Copa América
bien sûr en 2011 à l'Uruguay. Alors la question que je me pose, Cavani, c'est qui? Et finalement, c'est un buteur. Oui, on est d'accord, c'est un guerrier, assurément, mais surtout c'est un homme qui prouve que dans le football, la classe n'écrit pas, elle agit plutôt. Voilà, la classe n'écrit pas mais elle agit pour Edinson Cavani. Avant de te prendre, Joël, maître, quand vous étiez enfant, vous jouez au foot? Oui, moi j'étais... Non, moi j'étais... non, au contraire, j'étais un ailier droit, mais un très bon footballeur. Je crois que les techniques de football, je les ai encore. Vous avez suivi Edinson Cavani quand même. Et Cavani, pointeur, et voilà, un buteur né, patenté même. Donc il a fait ses preuves, que ce soit au PSG, à Naples, d'ailleurs à Naples avant d'arriver au PSG. Donc voilà, c'est une figure de proue emblématique justement en ce qui concerne le 9 type, voilà, de manière internationale. Évidemment, Joël Banoa, tu as sursauté quand tu as entendu les noms d'Edinson Cavani. Oui, mais moi je me pose la question de savoir c'est qui mon joueur de football préféré. C'est Edinson Cavani. Pourquoi? Parce moi, c'est que ouais, mais moi je suis amoureux de Cavani parce que Jean le dit très bien dans son speech. En dehors du footballeur qu'il était, c'est un humain extraordinaire. J'espère un jour avoir la chance de le rencontrer, mais c'est quelqu'un qui était dans une telle discipline. C'est pas le joueur bling bling qu'on avait l'habitude de voir au Paris Saint-Germain. C'est un homme d'équipe, c'est un homme de collectif. Il a parfois été le meilleur joueur à un moment de l'équipe du PSG, mais il n'a jamais été dans l'extra. Mais en dehors de ça, sur terrain, quand vous regardez la palette de Cavani, c'est un joueur qui ne s'arrêtait jamais. C'est pas un joueur de surface, c'est un joueur, il courait tout le temps, il était toujours dans l'effort et dans les dépassements de soi. C'est un joueur qui m'a marqué par sa personnalité et on le dit pas assez. Il est le meilleur buteur. Enfin, il a été pendant un moment le meilleur buteur de l'histoire du PSG, devant des joueurs comme Paoletta, Zlatan Ibrahimovic, etc. Donc ça prouve à quel point c'est un joueur exceptionnel. C'est un homme qui a marqué son époque, qui a marqué son temps, mais j'aurais voulu qu'il gagne un peu plus de trophées que ça, mais malheureusement le football est ce qu'il est. Mais Edinson Cavani, pour moi, c'est l'exemple d'un joueur de dévoir, d'un joueur qui est là pour un club, un joueur qui sait se surpasser pour un club. C'est pas un égoïste, il a des statistiques personnelles, mais c'est un véritable joueur d'équipe et un très bon leader. Évidemment, Edinson Cavani, un joueur de devoir pour l'équipe du Paris Saint-Germain où partout il est passé, Naples ou bien encore à l'Uruguay, l'Albi Céleste. Donc c'est la fin de cette émission, l'épisode 17 de la team GMJ. On dit merci au maître Kadi Kakese pour la participation, merci à Joël, merci à Jean, merci à l'équipe technique. On se retrouve les samedis prochains pour un autre numéro. Bonjour, c'est Maman, citoyen de la République très démocratique du Gondwana, président du Parlement du Rieur. Je suis aujourd'hui à Lubumbashi dans l'émission La Team GMJ. C'est tous les samedis. Première diffusion midi. Après, vous pouvez voir, il y a des podcasts. S'il n'y a pas de podcast, il faut qu'ils créent des podcasts.